marche. Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous parler de Paul Hamès. Je ne vais pas spécialement suivre exactement ce qu'il y a dans le livre pour vous laisser un peu la surprise et pour vous inciter à lire le livre, mais je vais plutôt vous parler de ma façon de travailler, comment j'ai préparé cet article avec notamment certaines illustrations qui ne se retrouvent pas également dans la publication que vous verrez. Comme ça, vous avez 2 fois pour le prix d'un. Alors, quand Jonathan et Boris m'ont demandé d'écrire sur Paul Hamès, sur la période Art Nouveau de Paul Hamès et sur le mobilier principalement de Paul Hamès, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux encore bien pouvoir raconter sur Paul Hamès, vu que j'avais écrit notamment donc, ce qui se retrouve sur le site internet paulhamès.brussels, ça y est, je l'ai dit. Donc, je m'étais surtout basé évidemment sur l'architecture et étant évidemment moins spécialiste de tout ce qui est l'ornement, voilà. Je me suis focalisé donc a priori sur certaines des plus belles réalisations et des plus intéressantes qu'on va retrouver chez Paul Hamès. Ensuite, j'ai fait un zoom à chaque fois sur les supports de l'ornement et ensuite sur les ornements en eux-mêmes, vraiment pour avoir un zoom et pouvoir mieux analyser toute cette ornementation que j'ai redécouvert en préparant donc, cette contribution. Donc de quoi parle-t-on? On va parler de sa période Art Nouveau au sens large. J'ai vraiment tiré sur l'élastique. Je suis parti de 1898. Première réalisation, la maison atelier de Arthur Rogiers, donc un de ses amis pour lequel il va construire sa maison atelier, jusqu'au Pathé Palace, boulevard Anspach, 85, en 1913. Donc, est-ce que c'est encore de l'Art Nouveau ou pas? Voilà, on ne va pas rentrer dans la polémique des styles. En tout cas, c'est clairement influencé par la sécession viennoise avec certains éléments Art Nouveau. Et c'est ça aussi qui fait le charme chez Hamès, c'est que à chaque fois, il va réinterpréter les différents styles en un mélange, et il ne va jamais arrêter d'avoir ce côté décoratif, ornemental, et on va voir qu'il va puiser vraiment dans un répertoire d'éléments décoratifs qui va combiner de manière différente, et certains éléments décoratifs sont très présents au début de son œuvre et vont faire la place à d'autres à la fin de sa période Art Nouveau, et on va vraiment voir le basculement. Donc ici, la période Art Nouveau, on va prendre vraiment donc, la période large, au sens large de sa période Art Nouveau. Il y a évidemment des allers-retours avec d'autres styles, notamment le style Beaux-Arts, le style éclectique et la sécession viennoise. Et dans cette période de 15 ans, il réalise quand même plus de 80 réalisations. Donc les frères Hamès, enfin Paul jusqu'en 1910, ensuite accompagné de ses frères à partir de 1910, c'est une machine à réaliser des maisons. Alors peut-être pas au point de Louis Thénartz, qui est un autre architecte dont on a traité dans la plateforme Bruxelles Ville d'Architectes, mais j'ai retrouvé déjà plus de 200 réalisations de Paul Hamès et ses frères sur toute sa carrière. Donc ici, voilà, vous voyez que sur un espace de temps assez restreint, il a quand même fait 80 réalisations, dont 50 sont parvenues jusqu'à nous. Donc c'est quand même pas mal par rapport à d'autres architectes, donc plus de la moitié est parvenue jusqu'à nous. Alors c'est intéressant aussi de voir la répartition spatiale. On pense souvent que l'Art Nouveau est réservé à certains quartiers. On voit ici que la plupart de ces réalisations sont principalement dans le Pentagone. Il y a beaucoup d'Art Nouveau dans le Pentagone. C'est aussi là où il y en a beaucoup qui a disparu, mais en tout cas à l'époque, c'est un champ urbanistique qui se renouvelle en permanence. Les lieux Art Nouveau que vous connaissez, plus classiques, comme les étangs d'Ixelles ou les alentours de Saint-Boniface, ben, il n'a rien construit dans ces endroits-là, mais
il a vraiment construit dans les quartiers qui étaient déjà les quartiers riches de l'époque, qui se construisaient, qui étaient en pleine urbanisation, donc c'est-à-dire toute la ceinture est de Bruxelles, et notamment aussi à Saint-Gilles. Pourquoi? Parce qu'il habitait à Saint-Gilles, et donc la plupart des architectes à cette période-là construisent pour leurs voisins, pour leur quartier, dans les environs immédiats de leur lieu de résidence. Et je n'ai pas mis le reste de Bruxelles parce qu'en fait, il n'a rien fait. Si vous regardez, il n'a pas passé le canal. Il est resté vraiment du côté est du canal, donc vraiment dans ce qui reste les beaux quartiers, et pour une clientèle majoritairement commerciale. Donc, il va faire pas mal de ventures commerciales, mais également pas mal de résidences, d'habitations pour des commerçants aisés, bien entendu. Alors, le premier problème qui s'est posé, c'est, voilà, pour parler de mobilier, il faut en avoir sous la main. Et dans les 50 réalisations qui restaient de Paul Hamès, il n'y a que 3 ensembles de mobilier qui sont conservés. C'est la pharmacie de Bon Secours, donc à côté de l'église Notre-Dame du Bon Secours. Et ce mobilier a été dispersé, a été revendu dans les années 80. Donc il y a une partie qui se trouve au musée d'Orsay, une partie qui se trouve ici au musée Art et Histoire, et encore une partie qui a été revendue à des particuliers. Donc voilà, il existe toujours, mais il faut prendre son bâton pèlerin pour pouvoir le reconstituer. Ensuite, l'hôtel Condonnet, connu actuellement sous le nom de la brasserie-restaurant L'Ultime Hallucinatie, où là, la majorité du mobilier est toujours sur place, et également la maison personnelle qui s'est fait construire avenue Jeff Lambeau de 1909-1910. Donc, partant de ce constat d'avec seulement 3 ensembles de mobilier, j'ai essayé d'élargir le champ du mobilier à d'autres éléments décoratifs qu'on va retrouver par la suite. Également, cette recherche m'a permis de mettre en avant de nouvelles sources qui ont été mises à disposition. Et alors là, la grande surprise je pense, il y a 2 ans, c'est correct, Boris? Il y a 2 ans, la famille Hamès a retrouvé des 43 plaques lumineuses qui étaient dans la maison familiale, qui présentent les tendances nouvelles de l'architecture. C'était le nom en fait donné à des conférences qu'il donnait de 1906 à 1909. En tout cas, j'ai retrouvé les traces de ces conférences de 1906 à 1909. Et je m'étais toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces conférences qu'il donnait, notamment à son passage en franc-maçonnerie au grade de maître, mais également dans des conférences publiques ici à Bruxelles, via des annonces dans le soir ou dans d'autres journaux publics de l'époque, à grand tirage. Donc ça devait quand même drainer du monde, et je me suis dit, voilà, c'est un moyen aussi de faire rentrer et de populariser l'architecture moderne à Bruxelles à ce moment-là. Donc il a vraiment joué un rôle de diffusion de l'architecture moderne, et ces 43 plaques lumineuses qui ont été retrouvées ont permis de confirmer ce dont on se doutait depuis longtemps. Les influences de Hamès viennent principalement de l'étranger, hormis évidemment Paul Anka, de l'étranger, principalement de l'Allemagne et de l'Autriche, via le Jugendstil et la sécession viennoise, mais également de l'Angleterre. Donc sur les 43 plaques lumineuses, il y en a 36 qui représentent la sécession viennoise et le Jugendstil, et le reste, donc les 7 autres plaques, c'est les Arts and Crafts anglais, l'éclectisme et l'art nouveau français et l'art nouveau italien. Partant de ça, on a au milieu donc les plaques telles qu'on les a retrouvées chez lui, et tout le travail a été de retrouver où est-ce qu'il a été chercher ces illustrations. Et la principale publication d'où il a été chercher ces plaques lumineuses, c'est des reproductions du catalogue de l'exposition internationale des arts décoratifs et modernes de Turin en 1902. Un quart des autres illustrations proviennent de la revue Der Architekt des années 1903 et 1905. Comme vous le voyez ici, Hubert Gassner,
Donc c'est un bâtiment qui existe toujours à Vienne. Et donc au milieu, c'est ce que j'ai retrouvé dans les archives. Et à droite, c'est ce que j'ai retrouvé dans la revue d'architectes. Alors évidemment, c'est écrit parfois phonétiquement. Donc il faut d'abord déchiffrer et ensuite essayer de retrouver le bon nom. Mais à force de persévérance, on y est arrivé. Alors voilà ce que ça donne le point de vue actuel. Donc le bâtiment a fort peu changé. Et alors évidemment, tout le jeu après était de voir est-ce qu'il y a eu une influence sur son architecture, parce qu'au-delà du fait qu'il a transmis l'architecture moderne, est-ce qu'il s'en est lui-même directement inspiré? Et alors là, ce n'était pas toujours très convaincant. Là, j'ai mis un des exemples qui ressemblait le plus. Une habitation rue américaine, on pense, parce qu'il est marqué rue américaine, mais j'ai beau retourner la rue américaine dans tous les sens, je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça a peut-être été démoli ou peut-être que ce n'était pas rue américaine, que ça a été mal indiqué. Et est-ce que c'est de 1908 ou pas? En tout cas, c'est plausible. Mais ça nous montre bien aussi que voilà, les influences, on voit aussi dans son architecture et dans son style et dans son mobilier qu'il y a clairement un passage vers des formes plus géométriques, plus pures, plus symétriques à partir de 1902. Et clairement, il passe vraiment de l'influence de Ankar à une influence plus internationale à partir de 1902. D'autres nouvelles sources, des plans qui ont été retrouvés aux archives de la commune d'Uccle, après aussi bien des soucis et bien de recherches. Et ça, c'est grâce notamment à l'aide de Jean Morjean qui m'a donné les numéros des dossiers de la commune d'Uccle. Parce que quand vous allez à la commune d'Uccle et que vous demandez les adresses, ils vous disent qu'ils n'ont rien. Mais voilà, en passant, non pas par la porte de devant, mais par la porte de derrière, il y a moyen de voir certains documents. Ça fait partie des aléas du chercheur et qui fait aussi le plaisir de la découverte. Alors, ce qui s'est aussi rajouté à ce que j'avais déjà trouvé, c'est le fait de pouvoir entrer dans tous ces intérieurs, de pouvoir photographier tous ces intérieurs qui n'ont jamais été publiés finalement. Même à l'époque, très souvent, dans des revues comme l'Émulation vers l'art, on reste dans des photos d'époque extérieure. Et le fait de pouvoir rentrer dans ces intérieurs permet de comparer et de voir également l'évolution de l'ornement. Et donc mon article commence avec un focus sur 12 réalisations. Pourquoi 12 réalisations alors qu'il y en a 50 au total, enfin qui restent? 12 réalisations, c'est vraiment les plus marquantes, celles aussi qui sont en relation avec les éléments qui sont présents dans la collection de Jonathan, et également des jalons essentiels. Évidemment, j'ai pris le premier bâtiment de cette période, la maison atelier de Rogiers, où on a retrouvé, déjà à l'époque, pour mon mémoire, où j'avais retrouvé notamment un livre illustré par Georges, le grand frère de Paul, qui représentait une pièce de théâtre qui a été offerte à Arthur Rogiers pour sa pendaison de crémaillère. Et là, on se rend compte qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il construit cette maison pour Rogiers, qui était un artiste peintre? Ben voilà, c'est un cercle d'amis et on voit dans les signatures des amis qui sont présents, ben voilà tout le petit monde de l'Art Nouveau et des artistes de cette époque-là. Donc il y a clairement voilà, tous ces liens d'amitié, d'échange qui se faisaient de manière informelle au-delà des écoles. Voilà encore un autre sujet d'investigation à creuser certainement. C'est voilà, toutes ces relations informelles et amicales qu'il y avait entre ces artistes. Alors, le monument commémoratif à Ankar, monument très important, c'était un concours public que Paul a gagné. On retrouve vraiment, c'est vraiment comme un répertoire de style. Il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans ce monument qui va être utilisé par la suite dans ces différentes réalisations. Ce monument commémoratif, il était prévu de le faire avec différents artistes. Donc l'architecte, c'était Paul.
mais c'était en collaboration avec Isidore de Ruder, le sculpteur, et le peintre Fernand Knopf. Donc du beau monde, et malheureusement, ce monument commémoratif ne verra jamais le jour. Il devait être placé à l'angle de la chaussée de Charleroi et de la rue de Fax, à l'emplacement du Deleuze actuel. Ça aurait été quand même plus sympa. Troisième élément intéressant, la Villa Les Clochettes. La Villa Les Clochettes, on l'a découverte il y a 2 ans aussi, je pense. C'est en fait Urban qui l'a découvert en réalisant l'inventaire du patrimoine architectural de Forêt. Alors évidemment, alerté par cette découverte, on va sur place, on demande à voir à l'intérieur. Le propriétaire dit « Oh, ben, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, vous savez, c'est pas intéressant. » Et une fois à l'intérieur, je faisais des bonds comme ça, tellement que c'était intéressant. Il y avait plein d'éléments très ancariens, des éléments décoratifs, de la sculpture, enfin vraiment tout y était et était resté conservé vraiment nickel depuis 1903, donc depuis 120 ans. Et voilà, c'était vraiment la belle découverte de cette préparation. Évidemment, la pharmacie de Montsecours, dont j'ai déjà parlé, hein, qui a également conservé pas mal de son mobilier. L'hôtel Condonné, que je ne présente plus, hein, donc c'est ce qui est devenu l'ultime hallucination. La maison et atelier du charbonnier Thémence. Donc le charbonnier Thémence, c'était un riche industriel qui s'était fait construire son atelier et transformer sa maison, qui est sur la droite, par Paul Hamès. Et vous avez cette entrée vraiment monumentale, avec cette grille en fer forgé vraiment particulièrement travaillée, et un bas-relief de Victor Rousseau, qui représente le feu. Ça tombe bien pour un charbonnier. En fait, le charbonnier, il vendait quoi? Il vendait des poêles à charbon. Et donc, on voit aussi ici la collaboration avec un artiste symboliste, dont on a déjà parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Autre réalisation intéressante, la Villa Veuve de Buc, qui est malheureusement est démolie. Alors pourquoi est-ce que je l'ai reprise? C'est parce que c'est une des seules réalisations où il y avait encore des photographies de l'époque, de l'intérieur de l'époque, qui nous sont parvenues. Et donc ça montre aussi voilà, ce qu'était un intérieur en 1906 réalisé par Paul Hamès. La dernière image à droite, c'est la maison Majorman à Scarbeek, rue de la Consolation, 1906. Et là, c'est une maison particulière qui a été divisée en différents appartements. Et étonnamment, voilà, il y a encore du papier peint de l'époque, des plafonds avec des stucs de l'époque. Donc, preuve aussi que, voilà, 120 ans plus tard, ça répond finalement toujours au goût des personnes qui n'ont pas transformé ces intérieurs. La maison Platings, en 1907, c'est pour moi une des plus belles réalisations de Paul. Elle se trouve face à la prison de Saint-Gilles, donc vraiment à 2 pas de là où il va habiter. Et cette maison, voilà, et on a vraiment un répertoire de styles aussi très différent. Et toutes les fenêtres sur la travée de gauche, vous remarquerez qu'elles sont toutes différentes et que pour le couronnement, il a repris en fait le couronnement qu'il avait utilisé, enfin qu'il avait prévu pour le monument à Paul-Ancart. Voilà, regardez le monument commémoratif à Paul-Ancart, il n'a pas su le faire, donc il reprend quand même un élément et il l'utilise pour couronner sa maison Platings. En 1908, la maison de Beauque, une maison vraiment intrigante, particulière, en sachant que à l'intérieur, c'était prévu pour un propriétaire qui voulait faire un salon de danse et de musique. Et en cherchant bien les significations qu'il y avait sur le graphite devant, on se rend compte en fait que c'était une maison d'un propriétaire théosophe qui a indiqué clairement sur la façade de sa maison son appartenance à la théosophie. Maison suivante, sa maison personnelle qui est quand même relativement imposante, hein, à l'angle de la
rue Antoine Bréard et de l'avenue G-Flambeau. Se dire que pour quelqu'un qui vient d'une famille désargentée, où il tirait vraiment le diable par la queue pour vivre, se construire une maison dans un des plus beaux quartiers de Saint-Gilles, une maison entièrement en pierre blanche ou simili-pierre blanche, voilà, on montre quand même qu'on a bien réussi dans la vie, et ça montre aussi clairement son ascension sociale et économique. Preuve aussi que, voilà, dans ces commanditaires, c'était clairement des gens assez fortunés. Et ça marque aussi le début de la collaboration avec ses frères. Et oui, évidemment, le Pâté Palace, que vous connaissez aussi certainement, dont il ne reste plus qu'une seule pièce décorée par Hamès, donc c'est le foyer Hamès, comme il l'appelle actuellement. Alors, les supports de l'ornement. Au-delà de... Donc, en prenant les maisons, on va faire un zoom. Et où est-ce qu'on va retrouver le plus d'ornements? C'est vraiment sur certaines parties de ces habitations que l'ornement va se fixer et qui va faire de ces éléments purement fonctionnels des petits festivals décoratifs, notamment la poignée boîte aux lettres que probablement plusieurs d'entre vous connaissent. Ça, en tout cas, c'est en bas à gauche, hein, qu'on a retrouvé à 3 endroits différents dans les réalisations de Paul Hamès, mais on l'a retrouvé également chez d'autres architectes. Donc voilà, toujours, on se demande parfois, tiens, est-ce que c'est Hamès qui a fait cette maison-là ou pas? Mais non, visiblement, c'était édité en série et d'autres architectes les ont également placés, ou des propriétaires les ont placés sur leur maison. Et en fait, c'est celle du haut, celle vraiment en T, qui combine à la fois boîte aux lettres et poignée de porte, qui a été la plus produite. Donc beaucoup plus simple, alors qu'elle apparaît pour la première fois en 1907. On va encore la retrouver jusqu'en 1925, donc preuve de sa longévité. Maintenant, si j'ai retrouvé 5 fois sur des photographies, il n'en reste plus que 2 exemplaires. Donc ça aussi, hein, ça disparaît au fur et à mesure du temps. Et il y a encore bien d'autres exemplaires de boîtes aux lettres, mais à chaque fois donc dessinés, jamais achetés sur le marché, donc toujours dessinés par l'architecte. Même chose pour les escaliers. On retrouve parfois à 2-3 années de distance les mêmes escaliers, mais toujours avec ces fuseaux qui sont sculptés, avec ces rainures, ce que j'appelle également les grains de café, donc c'est ces demi-ronds qu'on retrouve dans ces escaliers. Alors les grilles en fer forgé, alors là c'est les grilles de balcon ou de jour de cave, c'est toujours l'occasion d'un amusement déjà de la part de Paul et de ses associés. Et on va retrouver également plein d'éléments successifs qui vont suivre son évolution. Et alors les plafonds, dont un des motifs récurrents, ce sont des assemblages d'oranges, j'imagine, symbole de richesse. Et également ici, voilà le plafond de la fameuse villa, les clochettes, ici en bas. Alors les signatures également, c'est toujours l'occasion pour lui de renouveler sa signature. Donc chaque année, il change sa signature. Il y a toujours le nom au minimum et sa profession d'architecte. Alors parfois, c'est rajouté avec d'autres éléments comme l'année de construction. Et évidemment, à partir de 1910, il va ajouter ses frères. Alors vous allez me dire, mais en dessous, comment ça se fait que vous avez architecte Paul Hamès 1912? Alors celle-là, elle m'a posé pas mal de questions, parce que je me dis, c'est pas possible qu'elle soit déjà aussi bien conservée et qu'il ne marque pas ses frères alors qu'il travaille avec eux depuis 1910. Et ça, les technologies modernes sont bien faites. En regardant sur Street View, j'ai vu qu'en fait, cette pierre a été sculptée en 2010. Et donc, c'est le propriétaire qui a voulu marquer sa maison du nom de Paul Hamès, sauf qu'il ne savait pas que depuis 2 ans, en fait, s'il avait voulu vraiment être exact, sa maison a bien été construite en 1912, mais elle a été construite par Paul Hamès et frères. Et alors, autre support de l'ornement, c'est
ce que j'appelle les becs. Donc, c'est ces éléments qu'on retrouve dans les appuis de fenêtre, les appuis à bec, qui sont récurrents chez Paul, et que pour quelque chose de fonctionnel, il va en faire quelque chose de décoratif, il va vraiment accentuer ce bec jusqu'à ce qu'il perde presque sa fonction au profit de sa fonction d'évacuation des eaux de pluie au profit d'une fonction esthétique. Alors, comment faire pour retrouver et séparer vraiment tous les motifs ornementaux? Alors voilà, ça c'est la grande histoire de l'été passé. J'ai fait un tableau avec les 63 réalisations dont j'avais des images sur 89 éléments décoratifs. Alors on a l'impression que c'est un papier à orgue de barbarie, mais non, c'est mon document de travail. Et on voit comme ça que certains éléments qui sont là tout le temps, d'autres qui sont clairement au début de sa période Art Nouveau, d'autres qui apparaissent vraiment à la fin de sa période Art Nouveau. Et donc, par exemple, prenons celui-ci qui revient très régulièrement. Donc, ce sont les 3 stries, les 3 lignes, les 3 incises qu'on retrouve ici de manière voilà, presque maniaque, aussi bien sur la porte que dans la pierre bleue, qu'on retrouve également sur la signature et le cachet de l'architecte. Donc, c'est clairement quelque chose qui va utiliser tant et plus. Également, cet élément-ci qui est clairement aussi au début de sa période Art Nouveau, c'est le carré. Voilà, forme géométrique toute simple. Et on voit que, voilà, à partir d'une certaine année, vers 1905-1906, voilà, il ne va plus utiliser cet ornement-là du tout. Et dernier ornement, ici plutôt en fin de période Art Nouveau, qui est plutôt la période sécession viennoise, Beaux-Arts, on a le chapeau de gendarme ou l'élément chantourné qu'on voit aussi bien sur le fronton que sur le dessus des fenêtres que vous apercevez dans le bas de la photo. Et donc voilà, on se balade sur les différents éléments décoratifs avec à chaque fois une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc à gauche, les trois incises, les 3 stries dont j'ai déjà parlé, qui se retrouvent aussi bien dans des piliers d'entrée de propriété que dans des éléments intérieurs comme sur des pieds de cheminée. Le carré, également ici on voit sur la devanture de la pharmacie de Bon Secours, et qu'on retrouve également à l'intérieur, ici sur une banquette de l'hôtel Côte-Donée. Cet élément très ancarien, le 3e élément qui me fait penser à des haches, qu'on retrouve également sur des carreaux de céramique du charbonnier immense, et l'enroulement, donc cette espèce de spirale qui est géométrisée et qu'on retrouve également sur des dossiers de chaises. Donc toujours le lien entre l'extérieur et l'intérieur. La spirale qui apparaît. Donc le slide précédent, c'était vraiment tous les éléments d'ornement qu'il y avait dans sa première période, dans sa période vraiment au début de l'Art Nouveau jusqu'à 1905 environ. Et tous ces éléments-ci sur ce slide, c'est vraiment les éléments décoratifs qui apparaissent à partir de 1906, 1907, 1908, qui va y avoir jusqu'en 1913, où là c'est clairement très fort marqué par la sécession viennoise et le style Beaux-Arts, en sachant que, pourquoi est-ce que ça apparaît à ce moment-là? Le palais Stoclet est en construction, 1905-1911, et le style Beaux-Arts, il fait fureur à l'exposition universelle de 1910, donc voilà, il reste aussi perméable à tout ce qui se construit et en fait à la mode qu'il y a à Bruxelles à ce moment-là. Donc la spirale, on la retrouve aussi bien en façade que voilà, dans le fameux foyer à Metz avec cette tête de figure féminine au Pâté Palace. Ensuite, l'ovale qui apparaît aussi relativement tardivement, vers 1908, qu'on retrouve donc dans des grilles de Jardinet comme
sur des peintures murales au foyer à Metz du Pâté Palace. Le chapeau de gendarme, qu'on retrouve voilà, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et alors parfois évidemment combiné avec d'autres éléments décoratifs, comme la guirlande de fleurs, les enroulements dont j'ai déjà parlé, et alors à droite, la colonne cannelée, qu'on retrouve aussi bien comme pilastre à l'entrée d'une maison que dans son mobilier. Et donc tout ceci a permis de concrétiser et de mettre, voilà, de me conforter dans ce qu'on pensait déjà, en tout cas, que clairement Paul Hamès a été influencé non seulement par Paul Ancar, mais également par l'architecture internationale, et architecture internationale qu'il a aussi contribué donc à clairement diffuser à Bruxelles. Et il a toujours voilà, voué un culte à Paul Ancar en disant que finalement il lui a appris à ne pas pasticher le passé, mais à toujours être inventif, à réinventer des formes. Alors maintenant, avec le recul, même si on a l'impression parfois que à Metz, finalement, il n'était pas si avant-gardiste que ça. En tout cas, clairement, lui, il se considérait comme novateur, avec le fait de, à chaque fois, changer, si pas de style, d'éléments décoratifs. Alors, même si c'est des éléments décoratifs qu'on retrouve tant et plus dans d'autres réalisations, c'est vraiment sa manière de les agencer à certains endroits et leur répétition qui va vraiment donner la marque de fabrique. Et voilà ce qu'il disait, notamment dans un article où il vilipende les brocanteurs. Donc ça s'appelle « La brocante, l'archéologie, l'art architectural », où il écrit donc « Une architecture nouvelle, indiscutablement nouvelle, surgit, modeste mais ferme, après un siècle de compilation, comme un rayon de soleil pointe après de longs jours de pluie. » Voilà, je vous remercie pour votre attention.